Alors bonsoir à toutes, bonsoir cher Roméo, merci d'être avec nous ce soir pour toi. Nous sommes dans l'après-midi parce qu'il est un peu plus de 17 heures, mais chez toi, je crois qu'il est un peu plus de 23 heures. C'est ça. Parce que tu es à Paris en ce moment et non pas en Tunisie, comme En ce d'habitude. moment, ouais. En ce moment, je suis à Paris, ouais. Merci d'être avec nous ce soir. Nous allons parler des neurosciences, donc c'est ta spécialité, et de l'amour, qui est mon Oui. leitmotiv. Donc, on fait l'association Oui. des deux, amour et neurosciences. Et tu nous diras ce que les neurosciences ont découvert par rapport à l'amour, notre biologie, qu'est-ce qui se passe dans notre corps, en fait, quand on tombe Ah. amoureux. Voilà. C'est de la chimie, c'est de la biologie, c'est plein de choses. Qu'est-ce qui se passe? Nous, on a envie de savoir tous les petits mécanismes qui se mettent en place quand il s'agit d'amour. Alors, avant de te donner la parole, pour ceux qui ne connaissent pas Anche-Coco est une plateforme de rencontres en ligne pour les célibataires de Martinique, Guadeloupe, Guyane pour l'instant, qui est différent vraiment des autres sites de rencontres parce qu'on y ajoute une partie communautaire. Donc, tout le monde peut discuter avec tout le monde sur la plateforme. Ça permet de créer des amitiés et plus en fonction des affinités de chacun. C'est différent aussi parce que nous organisons des événements dans la vraie vie pour qu'on puisse se rencontrer parce que en live, c'est bien, mais dans le réel, c'est mieux encore. Et troisième point très important, c'est qu'il y a du développement personnel. Et c'est pour ça que Roméo est là, par exemple. Il fait partie de l'équipe Anche-Coco de coach de thérapeute pour accompagner les célibataires dans leur cheminement amoureux parce que nous avons tous des blessures à guérir, des schémas dans lesquels qu'on ne veut plus répéter, etc. Et l'idée, c'est de ne plus avoir de tabou par rapport à l'accompagnement. Voilà, on peut se faire accompagner, on se fait accompagner professionnellement, on se fait accompagner pour plein de choses. Eh bien, au niveau de sa situation sentimentale, on peut aussi se faire accompagner sans problème. Et c'est aussi pour ça, voilà, que Roméo est avec nous ce soir. Merci, merci, merci Roméo. Avec grand plaisir. Le Bonsoir à toutes. live, le live est à toi. Nous te laissons, nous t'écoutons avec grand intérêt. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Même si je ne sais pas s'il y a des tous, mais je sais qu'il y a des toutes. Alors, bonsoir tout le monde. Enchanté de vous retrouver encore. Alors, pour les personnes qui, justement, ne me connaissent pas, donc je suis Roméo Cournal, je suis martiniquais et fier de l'être. Je suis coach de vie. Je suis formateur spécialisé en neurosciences appliquées et je suis donc praticien en thérapie brève. Alors, j'interviens auprès de particuliers sur des questions justement relationnelles, surtout quand les relations ne fonctionnent pas. Donc, les relations personnelles, les relations amoureuses, quand elles ne fonctionnent pas, on appelle ça des relations toxiques ou les formations même familiales. On appelle ça des relations toxiques. J'interviens également dans le cadre des relations professionnelles, lorsqu'il y a, par exemple, des cas d'épuisement professionnel, lorsqu'il y a burn-out, etc. Donc ça, j'interviens. J'interviens également auprès des professionnels de l'accompagnement, donc les médecins, spécialistes et généralistes, les thérapeutes, les coachs et tous les professionnels de l'accompagnement pour justement les former à l'approche neuroscientifique justement de l'accompagnement. Parce qu'en réalité, l'approche neuroscientifique apporte des choses, à mon sens, fondamentales. Et on va le découvrir encore ce soir par rapport justement à l'état amoureux, parce qu'il y a bel et bien un état amoureux. Ce qui se passe, c'est que on vit tous dans un corps humain, vous avez remarqué, et ce corps a ses lois. D'accord? Un corps humain a un fonctionnement, un cerveau, un système nerveux a un fonctionnement. Un cerveau, un système nerveux est totalement amoral. Donc, en fait, pourquoi j'insiste dessus et pourquoi je commence par là? Parce qu'en réalité, on est tous pétris justement d'un certain nombre de conditionnements socio-éducatifs et culturels. On est tous pétris d'un certain nombre de croyances. Mais il se trouve que les paradigmes justement sur lesquels reposent justement nos conditionnements peuvent s'avérer être limités, faux, quelquefois faux, totalement faux, et, et j'en passe. D'accord?
Alors, ça veut dire quoi? Il y a un impact, en fait. C'est vrai que les récentes recherches, les récentes découvertes en neurosciences, en physique quantique, en chimie, en biologie et même en psychologie énergétique, euh, les, les- les- même la biologie moléculaire. Je viens de terminer une formation extraordinaire en biologie moléculaire qui remet vraiment en perspective énormément de choses que l'on croyait acquises, mais qui ne sont pas du tout acquises. Et en fait, aujourd'hui, on va justement parler biologie moléculaire, figurez-vous, parce qu'on va parler de l'état amoureux. Et l'état amoureux, il s'agit bien, effectivement, il s'agit bien d'un corps. Alors, lorsque on tombe amoureux, alors bien évidemment, on a les papillons dans le ventre, on voit la vie différemment, on interprète la vie différemment. D'accord? Je crois que ce n'est pas la peine que j'insiste. On a tous déjà été amoureux, enfin, j'espère. J'espère que vous tous avez déjà été amoureux parce que c'est quand même très sympa d'être amoureux. Et en fait, je voudrais rappeler une chose. L'état amoureux, en fait, c'est un état effectivement biologique. Cet état est absolument, absolument, en fait, indispensable. En vrai, cet état est indispensable. Euh, Au cours de l'histoire, figurez-vous, ce qu'on appelle l'amour amoureux, dit la civilisation blanche caucasienne, je parle également de toutes les grandes parties de la planète aujourd'hui. Ces acquisitions se sont faites du fait de l'histoire coloniale, se sont faites fait de ce qu'on appelle l'impérialisme, du fait de la culture, etc. Il y a un certain nombre de choses qui ont été diffusées à travers le monde. Et nous vivons, nous autres là, afrodescendants, dans les paradigmes de cette civilisation blanche caucasienne. Alors, il se trouve que dans cette partie justement de l'humanité, l'amour amoureux est relativement récent. Et il est important de le dire, c'est relativement récent. Il y a finalement peu de temps que les personnes se choisissent et se marient par amour. En tout cas, il y a peu de temps que c'est la norme. Okay? Il y a peu de temps que c'est le standard. Il y a très peu de temps, figurez-vous, par rapport à l'histoire. Pourquoi? Parce que les questions, par exemple, de mariage, les questions, alors essentiellement de mariage, hein, et particulièrement le mariage dans ce qu'il a d'institutionnel, je veux dire, du fait de la création du foyer, les choix qui ont été faits autour de la monogamie, autour de l'aspect quasiment éternel du mariage, du foyer que l'on crée. Tout ça, en fait, repose sur des questions purement économiques et administratives. Il faut le savoir. Hein. Okay. Si bien que l'amour amoureux, on va dire, ça a quoi, peut-être 2 siècles. Allez, disons que ça a 2 siècles. Et juste une petite chose, je vous ai dit que je m'appelle Roméo. Je fais partie de ces personnes qui pensent que l'histoire Roméo et Juliette, en fait, est une parodie. En vrai, c'est une satire. C'est une parodie, c'est une caricature en vrai. Mais bon, quand on s'appelle Shakespeare et qu'on a le talent qu'il a, je crois qu'on n'a pas bien compris qu'en fait, il s'agit d'une parodie. En tout cas, c'est quelque chose qui se discute et je crois effectivement que c'est vrai. Je vais vous dire pourquoi je commence par ça. Pourquoi? Parce que euh, je vous ai dit, lorsqu'on tombe amoureux, en vrai, on change justement notre interprétation du monde. Pourquoi? Parce qu'un cerveau ne sert pas à percevoir le monde. Je répète, un cerveau, un système nerveux, ne sert pas à percevoir le monde. Ni vous, ni moi ne savons à quoi ressemble le monde. Alors, je sais que je vous le dis et je sais qu'il y a à peu près aucune chance que vous preniez la mesure de ce que je vous dis, mais je vous le dis quand même, c'est pas grave. Il vous faudra un certain temps pour que ça prenne, que ça fasse un chemin. Ni vous ni moi ne savons à quoi ressemble le monde parce que nous avons tous un cerveau, même les énarques en ont. Et le fait est que, je sais, ça fait toujours rigoler cette blague. En plus, il n'y a plus d'énarques, il y a plus d'énarques, donc je peux m'en donner un cœur joie. Mais le fait est qu'un cerveau, ça sert à interpréter le monde. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement important au départ. Le cerveau, ça sert à interpréter le monde.
d'accord, à interpréter ce que l'on perçoit du monde. OK? Et donc, qu'est-ce que l'on perçoit du monde? On perçoit du monde, c'est un certain nombre d'informations. On perçoit des sensations auditives, des sensations visuelles, des sensations olfactives, des sensations kinesthésiques et des sensations gustatives. D'accord? On perçoit des informations, on reçoit des informations. Et il se trouve qu'en fait, ces informations, finalement, notre cerveau, pourquoi est-ce qu'il va chercher à les interpréter? Parce qu'en fait, il a une seule mission, le cerveau, c'est d'assurer la survie biologique. Le cerveau ne sert qu'à ça. Il ne sert qu'à ça. Le cerveau ne sert qu'à assurer la survie biologique du corps dans lequel il se trouve. Le reste, ce n'est pas son problème. Le reste, c'est votre problème. D'accord? Ce n'est pas le sien. Donc, il ne va pas s'occuper de choses qui ne le regardent pas. Le cerveau n'a aucune intention, ni non-intention d'ailleurs. Il est indifférent à votre état de santé. Un cerveau est indifférent justement à notre niveau de bonheur. D'accord? Ça ne le regarde pas. Il n'est pas là pour ça. Okay? Il est là pour assurer la survie biologique. Et donc, comme il est là pour assurer la survie biologique et qu'il est là uniquement pour interpréter le monde, en fait, il interprète le monde en fonction de ce qui peut être dangereux, ou de ce qui peut être bénéfique. Et en fait, le cerveau ne fait que ça. C'est dangereux, c'est bénéfique. C'est dangereux, c'est bénéfique. C'est dangereux, c'est bénéfique. Ou c'est neutre. D'accord? Et donc, du coup, si quelque chose est bénéfique, qu'est-ce que le cerveau va faire? Il va produire ce que l'on appelle l'engagement social. Engagement social, ça veut dire qu'on se rapproche. Hein. Vous savez qu'à regarder les enfants. Regardez vos enfants. Vous mettez des enfants qui ne se connaissent pas du tout. Vous mettez des enfants qui ne parlent même pas la même langue. Vous les mettez dans un bac à sable. Engagement social. Okay? Sauf s'il y a un fils de dépressif dans l'histoire, là, ou un autiste Asperger, il va faire autrement. Mais là, on est déjà dans un mode dégradé. Mais vous mettez des enfants bien portants, boum, ils vont se rapprocher. Okay? Prête-moi ta pelle, je te prête mon seau. D'accord? Allons jouer ensemble. Pourquoi est-ce que les enfants font ça? Parce que, et les adultes aussi ils font pareil, hein, parce qu'ils n'ont pas repéré de stress autour. Lorsqu'un système nerveux ne repère pas de stress, le comportement qu'il met en place s'appelle l'engagement social. Aucun autre. Je suis en train de vous dire quoi? Que lorsqu'il n'y a pas engagement social, c'est que le cerveau a repéré un stress. Parce que ça marche dans les deux sens. Hein? On est d'accord? Donc, on a dit qu'il y a des choses qui ne sont pas stressantes, donc qui sont bénéfiques. Donc, le cerveau et le système nerveux, donc, du coup, iront automatiquement vers l'autre. Et puis, il y a des choses qui sont repérées comme étant stressantes. D'accord? Lorsque le cerveau repère un stress, eh bien, le cerveau va finalement avoir trois types de réactions. Ou la fuite, ou l'agressivité, ou la soumission, l'anesthésie. D'accord? Le freeze, comme on dit en anglais. La soumission, entre parenthèses, la soumission n'est pas le consentement n'est pas la soumission, l'un exclut l'autre. Hein, d'accord? La soumission, c'est je ne peux pas fuir, je ne peux pas me battre, donc je me soumets. Je reste là parce que c'est le seul moyen que j'ai de vivre finalement. Donc, c'est là qu'on en revient à Roméo et Juliette et à cette histoire d'amour amoureux. Lorsque on tombe amoureux, alors, faut également se dire une chose, hein, tout scientifique qu'on est, il y a une chose que l'on ne maîtrise pas du tout. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas pourquoi. Et aucun scientifique honnête ne saura vous dire d'où vient cette histoire de tomber amoureux. Il y a énormément de choses, c'est multicausal, c'est clair, mais il y a des choses, ce qu'on appelle l'affection, personne ne sait d'où ça vient. On l'a pas compris. On l'a pas compris, personne n'a compris. D'accord? Il y a, dans ce qu'on appelle l'amour amoureux, il y a l'affection, il y a l'attachement. L'attachement, on peut très bien comprendre, mais l'affection, personne ne sait. On ne sait pas. Donc, c'est là, ça arrive, ça nous tombe dessus. Bizet disait l'amour est enfant de bohème. Voilà, ouais, en créole, on dira l'amour, c'est richement bosse. D'accord? Et effectivement, l'amour, c'est richement bosse. Donc, le truc, c'est que ça nous tombe dessus. Donc, le fait est que lorsque je tombe amoureux, qu'est-ce qui va se passer dans ma tête? Eh bien, dans mon corps, je vais en fait
modifier la façon que j'ai de percevoir le monde, la façon que j'ai d'interpréter le monde. Pourquoi? Parce que l'état amoureux va déclencher une telle neurochimie, donc dopamine, ocytocine, qui est-ce qu'il y a encore? Sérotonine, va déclencher une telle décharge dans le corps d'hormones de plaisir qu'en réalité, lorsque je vais percevoir ce que je perçois habituellement, mon cerveau va l'interpréter autrement. Pourquoi? Parce que lorsque je dis que le cerveau interprète, comment est-ce qu'il interprète ce qu'il perçoit? Le cerveau interprète en affectant, en fait, une charge émotionnelle. D'accord? C'est-à-dire, lorsque je vois une belle négresse loxée, ben, je peux effectivement me souvenir que ma tante était une belle négresse loxée et j'ai eu des problèmes avec. En vrai. Et finalement, lorsque mon cerveau voit une belle négresse loxée, il est plutôt en stress. D'accord? Mais comme par hasard, je vais tomber amoureux, je vais rencontrer une négresse loxée qui est plus belle que les autres et qui dégage un petit quelque chose que personne ne comprend. Et là, en fait, je vais modifier ma façon de percevoir, d'interpréter ce que je vois de la négresse loxée. D'accord? En fait, pourquoi je vous parle encore une fois de Roméo et Juliette et pourquoi est-ce que c'est fondamental? Bien évidemment, en une heure, je ne pourrais pas vous dire tout ce que les neurosciences ont trouvé sur l'amour amoureux et en plus sur l'état d'amour et en plus les recherches continuent, les découvertes continuent. Mais celle-là me paraît intéressante et même très, très importante. L'histoire de Roméo et Juliette est une caricature, je vous l'ai dit, mais c'est aussi un archétype. Pourquoi? Parce que vous et moi, on a tous reçu une éducation. L'éducation est un ensemble de programmes, en fait, qui justement, nous enjoint une certaine façon d'interpréter le monde. D'accord? L'éducation, on l'a vu dans les lives précédents, sois parfait, sois fort, dépêche-toi, fais plaisir, fais des efforts. Montre ta conformation, cache ta singularité. Montre-toi menaçant, cache ta vulnérabilité. Montre ton anxiété et cache ta sérénité. Montre que tu le fais pour l'autre et cache ta satisfaction personnelle. Montre que tu peines et cache ton potentiel. D'accord? C'est ça les 5 grands drivers ou les 5 grands messages contraignants qui ont un impact plus ou moins important sur nos comportements. Mais il se trouve que justement, lorsque l'on tombe amoureux, en vrai, eh bien en fait, notre réponse émotionnelle est totalement bousculée. Pourquoi? Parce que le corps est dans une telle neurochimie de plaisir que, en fait, vous savez, il y a des choses qui fonctionnent comme des vases communicants dans le corps. D'accord? Quand on a, par exemple, la mélatonine, la DHEA, sur l'autre. C'est pour ça que personne ne peut s'endormir stressé. Hein. On a des hormones corticoïdes, ok, et on a des neurotransmetteurs, des neuropeptides qui ont attrait véritablement au plaisir. Et lorsque je suis dans le plaisir, je ne suis pas dans le stress. D'accord? Lorsque je suis dans le stress, je ne suis pas dans le plaisir. Et en fait, lorsque je suis dans un état amoureux, je suis dans un tel état de plaisir que je ne peux... ma capacité, si vous voulez, de stresser, en fait, est fortement amoindrie. C'est-à-dire, je ne peux pas stresser, en fait, en vrai. Il y a des trucs, voilà, je ne sais pas, mon patron d'habitude me fait chier, mais il est toujours aussi chiant, mais voilà, je le supporte. Mon voisin est toujours autant machin, d'accord. J'ai des problèmes avec ma maman, j'ai des problèmes avec mon frère, avec ce que tu veux. Ok, mais là, en fait, biologiquement, je n'ai pas la possibilité, ou j'ai beaucoup moins la possibilité de donner une réponse de stress. D'accord? Ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Pourquoi? Parce que, comme justement on a parlé d'éducation et de conditionnement, le conditionnement, c'est une façon d'interpréter. D'accord? Maintenant, ce qui m'est interdit lorsque je suis amoureux, ben finalement, le stress diminuant, ce qui me paraissait difficile me paraît tout d'un coup un peu plus abordable.
C'est pour ça qu'on dit que l'amour donne des ailes. Vous savez, il y a une différence entre un problème et une difficulté. Un problème, c'est la distance, j'ai presque envie de dire mesurable, objectivable, entre la situation dans laquelle je suis et la situation dans laquelle je veux arriver. Mais la difficulté est l'appréciation subjective, en fait, de justement du mal que j'aurais à atteindre cet objectif. C'est une appréciation subjective, en fait, de la distance qui me sépare de cet objectif. Lorsque quelque chose me paraît difficile, je me dis, waouh, ça loin, en fait. Oh putain, ça loin même, ça prend wow. Mais il se trouve que justement, lorsque je suis dans l'état amoureux, eh ben, ça n'a pas tellement pendu haut en vrai. C'est un peu moins pendu haut. Parce que les choses me paraissent moins difficiles. Okay? Et pourtant, c'est la même distance, j'ai envie de dire, objectivable. Mais mon appréciation, en fait, du temps qu'il me faudra, de l'énergie qu'il me faudra pour atteindre justement cet objectif, eh bien, du coup, elle est nettement plus favorable, j'ai envie de dire. D'accord? Et c'est pour ça que vous allez voir dans beaucoup de livres de développement personnel, de comment on appelle ça, même d'entrepreneuriat, où en fait on vous recommande, même Napoléon Hill en parle dans son fameux Réfléchissez et devenez riche et dans les 16 lois du succès, il parle effectivement de l'énergie de l'amour, de l'énergie sexuelle. D'accord? C'est fondamental. Pourquoi? Parce que déjà, c'est l'énergie la plus puissante dont on dispose dans le monde manifesté. Hein? D'accord? C'est vraiment l'énergie la plus puissante. Et puis, il y a une chose qui est une conséquence de ça. Lorsque je suis amoureux, j'ai les papillons dans le ventre, je vois la vie en rose. Okay? Qu'est-ce qui va se passer neurologiquement? Je vais avoir beaucoup plus, en fait, je vais avoir beaucoup plus accès à l'avant de mon cerveau. Qu'est-ce qu'il y a à l'avant de mon cerveau? À l'avant de mon cerveau, il y a mon lobe frontal. D'accord? Mon lobe frontal, c'est quoi? Mon lobe frontal est divisé en 3 parties. Le lobe prémoteur, qui curieusement est là, le lobe moteur et le lobe préfrontal. D'accord? Le lobe préfrontal, c'est le siège de l'analyse, du langage et de la rationalité. D'accord? C'est-à-dire que plus je suis amoureux, plus je suis intelligent, en fait. Le lobe prémoteur, comme son nom l'indique, c'est le lobe où je vais pouvoir me projeter avant de faire une action. Le lobe prémoteur, c'est là que se situe l'essentiel d'ailleurs de ce qu'on appelle mes neurones miroirs. D'accord? Les neurones miroirs, on en a parlé dans les lives précédents. Lorsque je vois quelqu'un faire quelque chose, mes neurones miroirs prennent la configuration neuronale de la personne qui est en train de faire. D'accord? Il y a des gens qui apprennent, il y a même une méthode, vous savez, il y a une méthode pour apprendre la guitare, pour apprendre les instruments de musique, rien qu'en regardant des gens faire. D'accord? Ça existe. Hein? Et donc, j'ai mon lobe prémoteur, mais j'ai aussi mon lobe moteur. Mon lobe moteur, il me permet de faire quoi? Il me permet de bouger et donc de passer à l'action, comme on dit dans le développement personnel. Action, passer à l'action. OK? Donc, j'ai beaucoup plus accès, en fait, à l'avant de mon crâne, de mon cerveau. On a montré que j'y ai plus accès. Pourquoi? Parce que l'activité électrique est plus développée ici. Même l'activité, la circulation sanguine est plus développée là. Or, il se trouve que la quantité d'énergie que j'ai dans mon cerveau et dans tout mon corps est limitée. Donc, si quand je suis investi devant, je ne suis investi pas derrière, ou j'investis moins derrière. Et qu'est-ce qu'il y a dans les lobes à l'arrière du cerveau? Il y a ce qu'on appelle les réponses justement automatiques, les réponses de stress. Parce que lorsque je suis face à un stress, les parties du cerveau qui vont agir sont surtout derrière, en vrai. Parce que face à un pitbull, je n'ai plus le temps de réfléchir. C'est trop long. C'est trop long. Je n'ai pas le temps de réfléchir, je n'ai pas le temps de me dire, mais attends, le pitbull,
Est-ce qu'il a l'air fâché ou est-ce qu'il n'a pas l'air fâché? Est-ce qu'il a faim? Est-ce qu'il n'a pas l'air? Est-ce que son maître... Non, non, là, oh là, ne parlez ça. Quand je vois effectivement un danger évident, le pitbull, il est tout seul. Maman, mon Alicia. D'accord? Dès que je vois un stress, ou je fuis, ou je me bats. Alors, si je me sens plus costaud, là, je vois un pitbull. Mais comme je suis un loulou, excusez-le, mais j'ai envie de faire cette grosse caricature. Comme je suis un loulou de Dillon, je vois un pitbull. Qu'est-ce que je fais? Je sors le gun. Les gars, petit moun qui ni mal dort. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je vais me battre. Parce que le pitbull m'en prend à la vicier, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, pour faire ça, je vais surtout solliciter l'arrière de mon crâne. Le lobe occipital, parce que j'ai besoin de bien voir. Le lobe occipital gère essentiellement la vision, les lobes temporaux et les lobes pariétaux. Okay? Donc, qui vont développer mes sens pour que je vois bien. Donc, je serai en état d'hypervigilance pour que je comprenne bien ce qui m'arrive là. D'accord? Et pour que je puisse donner une réponse hyper rapide et surtout adéquate. Mais Roméo, en fait, en vrai, oui. excuse-moi, on a des Oui. interventions d'Emmanuel et de Gigi. Alors, Oui, Emmanuel qui dit, alors, être amoureux est donc la solution à tout. oui, Et il Emmanuel. faut donc aimer autour de soi, ça fait plaisir à entendre. Oui. Alors, par contre, aimer et il faut, je ne sais pas si ça peut aller dans la même phrase. On gagne à aimer, c'est vrai. Et la première personne qu'on a aimée, c'est soi-même, ça c'est clair. Mais effectivement, je te recommande, Emmanuel, les travaux du docteur Bruce Lipton. J'ai dit tout à l'heure que je viens de terminer une formation en biologie moléculaire. C'est avec le docteur Bruce Lipton. Il a écrit un bouquin, alors je vous rassure, c'est très accessible. C'est beaucoup plus accessible que le cours que je viens de faire, qui s'appelle The Honeymoon Effect, l'effet lune de miel, où justement, il apprend concrètement comment est-ce que tu vas aider ton corps à rester dans l'effet lune de miel, à rester dans le flirt. Et je vous garantis que c'est possible, parce que j'en suis l'exemple vivant, là maintenant, au moment même où je vous en parle là. D'accord? Wow, On ok. peut rester effectivement dans le flirt, on peut. Ah, OK? intéressant, Ça c'est peut très durer. Tu sais, intéressant. le truc où tu as les papillons dans le ventre, tu te demandes, ouais, mais est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va le faire? Bon, est-ce que la chabine va? Hey, qu'est-ce que je fais pour? Hein, tu comprends? Tu es dans le truc là, mais tu es dans la créativité. Tu te dis, bon, qu'est-ce que je peux faire pour mettre plein dans les yeux de la chabine là? Oui, tu comprends ce que je te dis ou pas? En fait, tu es dans une créativité. Et la créativité, tu l'as effectivement là. D'accord? Super. Il y a Gigi qui dit, nous sommes donc plus lucides quand nous sommes amoureux. Complètement, Wow. complètement. Complètement. Et c'est précisément pour ça que je dis, alors merci Gigi, pourquoi dit-on que l'amour rend aveugle? Et c'est Oui, précisément pour ça que je dis que Roméo et Juliette est une parodie, est une satire. Parce qu'en vrai, pourquoi on dit que l'amour rend aveugle? Parce que l'amour, en fait, nous rend sourds et aveugles à nos conditionnements socio-éducatifs et culturels. Parce que n'oublions pas, encore une fois, je vous ai dit, on est tous conditionnés. On vit dans ce que Bob Marley appelle un esclavage mental. Emancipate yourself from mental slavery. Lorsque je suis amoureux, en fait, la porte de la prison est ouverte. Et c'est pour ça qu'on vous dit que l'amour est aveugle. Comment, mais tu ne vois pas tous les malheurs du monde. Tu ne vois pas que Poutine a envahi l'Ukraine. Tu ne vois pas que c'est la récession. Tu ne vois pas que c'est la crise. M'en parle là, Chabine. M'en parle là. M'en parle là. Tu vois ce que je veux dire? Lorsque je suis absolument. amoureux, effectivement, je suis aveugle et sourd au malheur du monde. J'en ai rien à foutre, comme dit ma sœur. J'en ai rien à foutre. Tu vois ce que je veux dire? Le truc, il est vraiment là. L'amour, justement, nous permet d'être aveugle aux dangers projetés, aux peurs Ouais. projetées. Parce qu'en réalité, et on le sait, hein, ce qui nous stresse, c'est 90% du vent. D'accord? L'essentiel des peurs que l'on a sont des peurs projetées. C'est-à-dire que, en vrai, je ne sais plus, je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs auteurs. Je pensais qu'il y en avait un, mais il y a plusieurs auteurs qui disent une phrase du genre, ma vie est une succession de malheurs dont la plupart ne se sont jamais produits.
D'accord. En fait, ben oui. Dit comme ça paraît évident, c'est vrai. Ben oui, mais oui. On a énormément de peurs projetées. Énormément. On Parce qu'en s'imagine plein de réalité, choses. mais bien sûr, parce qu'en réalité, les vraies peurs, ce sont les peurs qui portent atteinte précisément à notre intégrité physique. C'est éventuellement le mec qui se balade avec un gun dans la rue. C'est éventuellement, je regardais un documentaire récemment sur Marnie. Je ne sais pas pourquoi je me suis pris d'intérêt pour l'histoire Marnie, pour les personnes qui s'en souviennent. Oui, effectivement, si tu as un Marnie qui se balade dans la rue, effectivement, tu as peur. Et tu as raison d'avoir peur. Mais en fait, en vrai, euh, les peurs projetées que l'on a, c'est quoi? C'est de ne pas être reconnu aux yeux des autorités qui nous entourent, de ne pas paraître la bonne personne aux yeux de maman, aux yeux des autorités commerciales, aux yeux des autorités médiatiques, aux yeux des autorités sociales, aux yeux des autorités religieuses, aux yeux des autorités administratives. On a peur de ça, en fait, en vrai. Mais ce sont juste des peurs projetées. On a peur, effectivement, de notre patron, de notre belle-mère, mais tout ça, ce sont des peurs projetées. On s'imagine, mon Dieu, tu imagines ce qui va m'arriver si les gens voient que je ne suis pas dans la file VIP. Oh là là, je suis perdu. Mais évidemment. Et je viens de prendre un exemple qui est complètement vrai. Hein. On est d'accord? Et qui se passe à Martinique là. Hein. Ça se passe en Martinique. Je tiens la chose de mon conseiller financier de l'époque qui me raconte qu'une femme était mais en larmes parce qu'on lui a dû lui enlever toutes ses cartes de crédit revolving, des cartes privilèges, de machin qui sont en fait des pièges à con, en fait. Et on lui dit, mais ça, Ça coupe. Attends. Roméo. Qui? Quoi? Ah, là, on t'entend. Ça a recommencé. Ah oui, s'il te plaît. Il faut reprendre l'histoire. Il faut reprendre l'histoire parce qu'on n'a pas entendu. Je reprends l'histoire. On lui a retiré ses cartes de crédit revolving. Et en fait, il y a l'une de ces cartes qui donnait accès à une file VIP dans le supermarché. Et la dame était en pleurs en disant, mais qu'est-ce que vous ne vous rendez pas compte? Qu'est-ce que je vais devenir si les voisines voient que je ne passe plus dans la file VIP? On en est là. Et je vous garantis que la nana était au bord de la dépression. On est OK. On est OK. J'ai eu, l'un de mes formateurs a reçu une femme qui a fait une tentative de suicide la veille du jour où il l'a reçue parce que son mari ne lui donnait que 50 000 euros par mois. On est OK. Je la comprends. C'est vrai que 50 000 euros, bon, pas poussé. Hein. Bon, ça paye le sel, mais pas l'huile, ouais, pas l'huile. Pas l'huile, quoi. Voilà, quoi. Donc, voilà. Bon. Donc, non, Emmanuel, le livre n'est pas qu'en anglais. Il s'appelle L'effet lune de miel en français. Je le cherche, mais je l'ai trouvé qu'en anglais. Je vais voir. Ok, ouais, on va chercher. Même sur, je l'ai même trouvé sur Amazon. Je t'enverrai le lien si tu veux. Ouais. Ok. Avec plaisir. Diane, donc, tu voulais intervenir un moment? Pardon, oui. Roméo. Ah oui, vas-y, bien sûr. Oui, Diane. Tu avais levé la main, Diane. Alors, moi, j'ai lu, il y a quelques mois, bien sûr, dans tout ce qui se passe dans soi-disant neurosciences sur Instagram, qu'en gros, quand on avait des papillons dans le ventre, c'est une histoire c'est le cerveau qui nous dit de prendre la fuite, que c'est un effet contraire. De prendre la fuite? Ouais. Quand tu as les papillons dans le ventre, tu fuis le chabenoxé ou tu fonces vers lui? Quand tu as les papillons dans le ventre, imagine que tu croises un chabenoxé et que le chabenoxé te donne des papillons dans le ventre. Qu'est-ce que tu fais? Tu fuis ou tu vas vers lui? En général, on va vers lui. Mais justement, le psychologue nous disait, il expliquait que est-ce que le fait justement d'avoir des papillons dans le ventre à ce moment-là, que c'était un effet de fuite. En gros, il fallait fuir cette histoire de papillons dans le ventre. Alors, oui. Alors, pourquoi est-ce qu'on te dit ça? Pourquoi est-ce qu'on te dit ça? Mais alors, moi, je vais te dire pourquoi on te le dit. Parce que si tu fuis, en fait, si tu gardes tes papillons dans le ventre, en fait, en vrai, tu ne seras plus un parfait esclave pour la société comme on attend que tu le sois.
Tu es exactement dans la même situation dans laquelle se trouvent Roméo et Juliette. Si tu as les papillons dans le ventre, en fait, en vrai, comment est-ce que tu risques de ne plus avoir envie de travailler dans cette entreprise, dans ce boulot où tu n'as plus envie de travailler pour... Ça a encore coupé, Roméo. C'est toujours au bon moment que ça coupe. Ouais, c'est fou ça. Là, Oui. là, on t'entend. Mais c'est vrai, ça coupe à des moments incroyables. Vous ne voulez pas entendre, c'est ça. On dirait que c'est fait exprès, Roméo. On dirait vraiment. Mais oui, ça veut dire qu'on est accroché à tes lèvres, hein, quand même. Ah, c'est ça. Si tu étais accroché à mes lèvres, tu m'en aurais redemandé. Qu'est-ce que je te dis? Donc, pour moi, Des papillons, Roméo, on a des papillons. Les papillons dans les ventres. Pourquoi est-ce qu'on te dit de fuir? Parce qu'effectivement, tu auras un comportement qui ne sera pas conditionné. Et n'oublie pas que les autorités parentales, sociales, administratives, commerciales, scientifiques, enfin plutôt académiques, médiatiques et masculines exigent que tu sois conditionné, surtout que toi, tu es une femme. N'oublie jamais ça. C'est pour ça qu'on te dit qu'il faut fuir. Parce que si tu as une vie médiocre, stressante, tu es marié parce qu'il faut te marier, tu vas aller tous les jours travailler pour gagner ton pain, pour pouvoir payer tes impôts, payer des factures, enrichir Big Pharma, enrichir Big Money, enrichir les commerçants, enrichir les banquiers, etc., etc. Mais si tu es amoureuse, en vrai, tu risques de complètement échapper en fait au système. D'ailleurs, alors, tu vas complètement échapper au système. ok, ça veut dire en gros là, le live d'aujourd'hui, il faut qu'on soit amoureux toute notre vie. C'est en tout cas ce que te recommande, ce que te préconise le docteur Bruce Lipton, et c'est aussi ce que te préconise Roméo Cournal. Et c'est d'ailleurs tout le sens de l'accompagnement que je propose. Pour que tu sois amoureuse de la vie, toute ta vie, et amoureuse de toi toute ta vie. C'est-à-dire, mais ça, c'est un état neurochimique, en fait. Et c'est pour ça que ce sont des neuroscientifiques qui développent ces méthodes-là. C'est pour ça que c'est de la neuroscience, parce que le but du jeu est d'apprendre à ton corps à être amoureux, amoureux tout court, amoureux sans aucune cause. Et toutes les personnes, et même si tu veux à un niveau, même à un niveau, regarde, à un niveau spirituel, toutes les personnes qui vivent un éveil, je ne sais pas si tu as déjà fait ce qu'on appelle des aperçus d'éveil, je ne sais pas si tu as déjà fait des expériences un peu psychédéliques, genre ayahuasca, etc. Alors, je n'ai pas le droit de t'encourager à le faire. D'accord? Je ne t'ai pas découragé de le faire. Hein. Je t'ai simplement informé que je n'ai pas le droit de t'encourager à le faire. OK? Et le truc, c'est quoi? C'est que, en fait, lorsque tu fais ce genre d'aperçu d'éveil, mais le monde te paraît beau. Le monde te paraît beau. Tu sais, j'ai un de mes formateurs qui, justement explique que rien que de la façon qu'il a de décrire ça, c'est impressionnant. Il a eu effectivement un aperçu d'éveil et le gars marche dans la rue et il voit une flaque d'eau. Il pleuvait. Le mec se dit, mais putain, qu'est-ce que c'est beau. Mais fout ça, belle fille. Fout ça, belle. Une flaque d'eau. Alors évidemment, on va te dire, ouais, mais le gars, c'est un illuminé, c'est un machin, c'est un truc, c'est une chose. Je te rappelle juste une chose. Souviens-toi de l'époque, alors tu étais peut-être pas né, moi en tout cas non, de l'époque de Woodstock, de l'époque hippie, d'accord? Pourquoi est-ce qu'on a réfréné ce truc-là? Pourquoi? Parce que les mecs qui se mettaient à faire du yoga, à faire du Hare Krishna, à prendre des champignons, à vivre d'amour et d'eau fraîche, justement, c'était quoi le problème aux États-Unis? Quel est le problème que posait cette génération-là? C'est que ces gens-là, ils n'allaient pas à l'usine. Ça, pour les États-Unis, c'est un gros problème. Ah Parce ben, que si tu n'as plus d'esclaves, qui fait tourner les usines? Eh, on est OK. Qui fait tourner les usines? Qui ira bosser au McDo?
Qui ira dans les restos à travailler pendant X heures là? Si toi, tu es dans ta montagne, dans ta prairie avec ta guitare, machin, gling, 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 avec Flower Power, tu as des fleurs, tu as ta couronne de fleurs, et puis, OK, mais qui va faire ça? Oui, mais attends, mais qui va payer des impôts? En vrai? C'est un truc dont il faut vraiment tenir compte, hein. Il faut vraiment tenir. Je ne suis pas en train de parler de complot. Je suis simplement en train de te donner ma vision d'un système, finalement, qui est ce qu'il est. Ce n'est ni bien ni mal. Tu as des gens qui ont des intérêts qui ne sont pas les tiens. Tu as des gens qui ont intérêt à ce que tu ailles travailler. Tu as des gens qui n'ont pas intérêt à ce que tu sois ce qu'on appelle un créatif culturel. Parce que tu ne peux pas être un créatif culturel en étant dépressif. Tu ne peux pas être un créatif culturel euh, comment je vais te dire ça? En étant conditionné, puisque c'est l'inverse, hein. Tu ne peux pas être un créatif culturel en étant stressé. Parce qu'encore une fois, ta créativité, elle est là, dans ton lobe préfrontal. Et si tu passes 1% de ton temps dans ton lobe préfrontal, ta créativité, elle est dehors. Il faut bien te dire, pourquoi est-ce qu'on a inventé comment tu appelles ça, des chaînes d'information en continu pour te maintenir un certain niveau de stress qui va maintenir finalement ton cerveau, l'activité de ton cerveau plus à l'arrière. Parce qu'avec tout ce qui se passe, avec les tueries dans les écoles, avec les accidents, avec le climat, avec les avions qui tombent, avec le gouvernement, avec les Illuminati, avec Monsanto, etc. Ah mon Dieu, la vie est dure, hein. Mais si la vie est dure, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu te mettes en sécurité. Mais quand tu es en sécurité, tu ne peux pas être en créativité, puisque tu es en sécurité. Sécurité, créativité. Créativité, sécurité. Et encore une fois, comme l'énergie dans ton corps est finie, ce que tu vas surinvestir là ne sera pas là. Ce que tu vas surinvestir là ne sera pas là non plus. On est d'accord? Ce qui est devant n'est pas derrière. Ce qui est derrière n'est pas devant. D'accord? Et ça, en fait, c'est extrêmement important à comprendre, du coup. Le honeymoon effect correspond à un état de cohérence cardiaque, cérébrale et viscérale. Les papillons dans le ventre. Ça sert à quoi d'avoir les papillons dans le ventre? 80% de la sérotonine dans ton corps est stockée dans ton ventre, dans ton tube digestif. D'accord? Non, le vrai chiffre, c'est 90% est stocké dans ton tube digestif. Et 80% est produite dans ton tube digestif. On est d'accord? Le truc qu'il y a, c'est que très clairement, si demain tu veux monter une boîte, tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, si quand tu rentres à la maison, tu n'as pas 3 orgasmes par semaine, si tu n'as pas quelqu'un qui va t'encourager, ce sera difficile, hein. Ce sera très difficile. Si tu n'as pas quelqu'un qui te regarde avec admiration en te disant « Ouais », et ça qui le fait, les amoureux et les enfants. Mon papa va travailler. Et quand je regarde mon papa, ce héros, si tu ne vois pas l'amour dans les yeux de tes enfants, si tu ne vois pas l'amour dans les yeux de ton compagnon, il va te manquer l'essentiel, hein. Tu sauras faire, mais tu ne vas pas faire. Pour 2 raisons. Parce que tu n'auras pas l'énergie de faire. Et parce qu'en plus, ton cerveau va te dire de ne pas faire parce qu'il est occupé à assurer ta sécurité plutôt que ta créativité. On est d'accord? Ça sert à ça. Et ça veut dire qu'à l'inverse, en vrai, à l'inverse, lorsque le gros poil te mange, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Pourquoi lorsque le gros poil te mange, ou tu maigris ou tu grossis? Pourquoi est-ce que lorsque le gros poil te mange, tu ne dors pas, en vrai? Parce que tu es amer, parce que tu as un certain nombre d'hormones de stress qui sont précisément dans ton corps. On est OK. Et tu es en hypercortisolémie chronique,
tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu es dans un truc, tu es dans une tristesse. Donc, tu es dans une réduction de ta course respiratoire. Donc, tu es moins oxygéné. Donc, tu es dans une acidité. Et lorsque tu es acide, tu n'es pas alcalin, puisque ton pH, tu sais le pH, le potentiel hydrogène, c'est un chiffre à la fois. Hein. Quand tu es 2, tu n'es pas 9. D'accord? L'équilibre, le neutre, c'est 7. Quand tu es à 5, tu n'es pas à 8. On est d'accord? Donc, quand tu es acide, tu n'es pas alcalin. Et quand tu es alcalin, tu n'es pas acide. Quand tu es triste, tu es en acidose chronique. Pourquoi? Parce que tu as des réponses en fait émotionnelles qui vont taper dans ton système nerveux, qui vont taper dans ce qu'on appelle l'axe hypophyso-hypothalamo-surrénalien. Donc, tes glandes surrénales vont taper, taper, taper dans leur réserve et tu vas en fait comme ça sécréter de la noradrénaline, etc., etc. OK? En excès. Non, tu m'as dit J'ai pas compris. désespéré du coup là. Je t'ai inspiré? Non, désespéré. Je t'ai désespéré? Pourquoi je t'ai désespéré? Désespéré. Bah, Pourquoi parce tu es qu'en fin de compte, tu dis oui, comme par hasard, je monte un projet. Ok, super pour les yeux d'amour de mon fils, super fier de sa maman. Mais il manque la troisième personne. Il n'y a pas de monsieur qui dit ouais, Cyril, viens, je te donne un orgasme. Attends. Ne prends pas le truc dans le sens du manque. Parce que tu peux me dire, ah, il n'y a pas de monsieur. Mais tu peux. Alors, je vais te dire un truc que tu peux faire également. Tu sais, je t'ai parlé de neurones miroirs. Tu vois, les neurones miroirs? Les neurones miroirs, en fait, ils s'activent lorsque tu vois quelqu'un faire quelque chose, lorsque tu t'imagines quelqu'un faire quelque chose. En vrai. Oui, ça, C'est ce qu'on appelle une syntonisation quantique, en vrai. Tu sais pourquoi on te dit de faire des comment te dire? Pourquoi est-ce qu'on te dit qu'il faut faire des visualisations, des tableaux de visualisation, etc. En vrai, n'attends pas d'avoir le Chabel Oxé pour te sentir aimé. Entraîne-toi. Parce que tu peux t'imaginer ce que ça te ferait, en fait, d'avoir le Chabel Oxé qui te regarde avec des yeux d'amour. Et lorsque tu t'imagines le regard du Chabel Oxé qui te regarde avec des yeux d'amour et d'admiration, lorsque rien que tu l'imagines, ton corps entre dans la neurochimie. Donc, ne viens pas me dire, mais le Chabel Oxé, il n'est pas là. Au contraire, entraîne ton corps, en fait, à ressentir ce qu'il ressentirait si le Chabel Oxé te regardait tous les matins avec les mêmes yeux d'amour et d'admiration que ton fils. Et en fait, ce qui va se passer, c'est quoi, en fait? Et c'est ça le honeymoon effect. Tu vas mettre ton corps exactement comme si tu prenais un shoot d'ayahuasca tous les jours. C'est-à-dire que tu mets ton corps, tu entretiens ton corps dans tu rends ton corps accro, en fait, à une telle neurochimie de plaisir qu'en réalité, il en voudra encore. Il en voudra encore et il en voudra encore. Et si tous les jours, tu mets ton corps dans la neurochimie dans laquelle il se trouve lorsqu'il se réveille. Imagine que tous les matins, tu te réveilles et quand tu te réveilles, tu t'imagines le Chabelox est à côté. Et tu t'imagines ce que le Chabelox t'a fait quand tu allais t'endormir. Tu te souviens de ton futur. Tu sais, c'est ce que en neurosciences on appelait se souvenir de son futur, la syntonisation quantique. Tu te souviens de ce que ça va te faire lorsque le Chabel Oxé va te faire voir ou grimper au rideau. Et tous les matins, tu fais ça. Tu sais ce qui va se passer en fait? Ton corps et justement ton inconscient, ton subconscient sera tellement trempé dans ça qu'en vrai, même à un niveau, et ça on le sait, j'en ai pas encore parlé, même à un niveau neurochimique, tu vas dégager des phéromones en fait, qui sont des odeurs que tu ne sens pas et que l'autre ne sent pas, mais que par contre il capte. Et c'est là, en fait, que le Chabelox va venir te chercher là où tu es. Pourquoi? Parce que ton corps, en fait, est devenu accro à cette émotion à laquelle tu l'as habitué tous les jours. Même si le Chabelox n'est pas à côté. Quand tu imagines le Chabelox à côté, ton corps fait exactement comme s'il était à côté.
Tu vois ce que En je veux fait, dire? c'est la loi de l'attraction expliquée par les neurosciences. C'est ce que les gens appellent comme ça. Mais moi, je n'appelle pas ça la loi de l'attraction. J'appelle ça une syntonisation quantique, en fait, en vrai. C'est une loi Ok. de création, de co-création. D'autres disent manifestation, si tu veux. Le terme le plus juste, en fait, que serait en français courant, serait la manifestation. Parce que tu vas manifester quelque chose. En fait, si tu veux, si je te le donne en version physique quantique, l'expérience qu'on décrit là, genre, je me réveille et il y a un chamelox à côté de moi qui m'a fait grimper au rideau hier. D'accord? Et donc, je suis encore tout émoustillé, les draps sont encore humides. Et puis, en fait, je me souviens effectivement de... J'ai encore, tu sais, les répliques que tu as, les spasmes que tu as après les orgasmes, là, que tu peux avoir jusqu'à 24 heures après, d'ailleurs, en fait. En vrai. Et tu te réveilles dans ces spasmes-là. Mon Dieu. D'accord? Mais en fait, tous les jours, tu t'es projeté dans cette réalité-là. Ça correspond à une fréquence. D'accord? À un niveau quantique. Ça correspond à une fréquence, comme ça correspond, comme les fréquences, les ondes d'une télé, d'une radio, machin, machin. Ça correspond à ça. Et en fait, ton corps, en fait, tu vas le prendre comme une syntonisée en français, en anglais, ça se dit tuner, un tuner. D'accord? C'est comme le tuner de ta télé ou de ta radio. C'est le bouton où tu tournes la fréquence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tu vas syntoniser ton corps sur la fréquence, cette fréquence-là. D'accord? Et qu'est-ce qui va se passer à un moment? Les ondes qui sont partout et nulle part à la fois vont apparaître sur l'écran de télévision de ta vie. C'est ce qu'on appelle l'écroulement de la fonction d'onde. Le terme scientifique, c'est ça, écroulement de la fonction d'onde. Parce que, en fait, cette fréquence dont je te parle, c'est comme des ondes radio ou des ondes télé que ton antenne a captées et que la télé va jouer si tu mets la télé sur la bonne chaîne. Et la télé, c'est ton corps. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai compris. Ok. D'accord. On, Donc, on c'est va ça, on va tout de suite mettre à la visualisation dès ce soir. Il y a la manifestation. mais je pensais que vous y étiez déjà, hein, parce que ce n'est pas la première fois que je vous en parle, hein, quand même. C'est vrai, Moi, je c'est vrai, c'est pas la première fois, hein, mais Qu'est-ce là, que je tu sais dis? pas, tu as été plus convaincant. Ah! Je sais pas. D'accord. Tu sais, des fois, les messages ils passent, mais ils sont pas, tu vois, intégrés, digérés. Mais là, le message, je t'assure qu'il est bien passé, là. Il est passé bien, d'accord. Ok, très bien. Gigi me demande, alors la question de Gigi est extrêmement intéressante. Est-ce que la Oui, synchronisation suffit à défaire les conditionnements, les croyances qui se trouvent entre la situation intérieure et l'inspiration désirée? En réalité, oui. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe? J'ai dit qu'on a reçu une éducation. D'accord? Dans cette éducation, on a, je prends un exemple, on a imagine que tu as un héritage, en fait, biologique, parce que tes ancêtres, tes aïeux, tes parents et grands-parents ont vécu des expériences en amont difficiles. Okay? Donc, dans le système limbique, si tu veux, de tes parents, de ta mère, okay, homme égale, d'accord? Pourquoi? Parce que les hommes avec qui ta mère, ta grand-mère, tes aïeuls pour le coup, ont eu expérience, en fait, ont été marqués, donc traumatisés, sur une expérience désagréable, on va dire du dégoût. D'accord? Donc, j'ai dit tout à l'heure que le cerveau servait à interpréter le monde. Donc, lorsque le cerveau de ta grand-mère voit homme, lorsque les yeux de ta grand-mère voient homme, lorsque les oreilles de ta grand-mère entendent un homme, lorsque le nez de ta grand-mère sent un homme, lorsque la langue de ta grand-mère goûte un homme, tout ça, tout ça. D'accord? Son cerveau limbique dit Berk, parce que c'est associé à du dégoût. Parce que les fois d'avant, c'était du dégoût. Et qu'en plus, tout le dégoût que j'ai ressenti dans une expérience passée, je ne l'ai pas extériorisé. On appelle ça un trauma. La répression de toute ou partie de la charge émotionnelle liée d'une expérience passée. D'accord? J'ai vécu une expérience de dégoût. Je suis une femme, j'ai vécu une expérience de dégoût avec un homme. Si j'extériorise toute la charge émotionnelle, c'est juste une expérience. D'accord? Mais si je n'ai pas extériorisé toute la charge, tout le dégoût, en fait, c'est une croyance, c'est un trauma. Okay? Une inscription traumatique. Et en fait, comme
je n'ai pas extériorisé ça, le trauma, il y a une réalité biologique du trauma. Oui, OK? Et donc, ça veut dire que je suis une femme, je fais un enfant, je lui transmets mon patrimoine génétique. D'accord? Mon patrimoine génétique, il y a le dégoût de l'homme. Okay? Et donc, je fais un enfant, je fais une fille, par exemple. Okay? Je lui ai transmis le dégoût de l'homme. Elle va vivre des expériences de dégoût de l'homme. Cet enfant qui est ma fille va faire une autre fille qui sera ma petite fille, je lui ai transmis le dégoût de l'homme. On est OK? Ma petite fille, en fait, aura la chance de tomber amoureuse. Mais là, amoureuse, oui, mais elle est amoureuse d'un homme. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Elle va se retrouver en conflit, en fait, avec son schéma passé. Donc, il y a deux solutions. Si, ou encore, allons prendre le cas de la syntonisation. Allons prendre le cas de la syntonisation. Donc, la petite fille a hérité du dégoût de l'homme de sa grand-mère. Et puis, comme la petite fille, voilà, elle est ce qu'elle est. Et tu sais, les jeunes sont complètement, voilà, ils font ce qu'ils veulent. Ils font jamais ce qu'on leur dit de faire, de toute façon. La petite fille n'a rien trouvé d'autre à faire qu'aller écouter des conférences de Roméo Cournal. Mais n'importe quoi, en fait, en vrai. On en dit. Oh non, va. La petite fille a entendu Roméo Cournal parler de syntonisation. Et la petite fille, en fait, se dit, bon, ben voilà, ben, je vérifie. Mon Dieu, je vis tous les soirs. L'homme, mon Dieu. Et en fait, je dis à mon corps homme, et je suis dans une neurochimie de c'est bon, d'accord? Sauf que dans mon expression génétique, il y a homme égale Burke. Il n'y a pas homme égale il y a homme égale Burke. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Toute la charge émotionnelle que ma grand-mère n'a pas extériorisée, je vais l'extérioriser. Et c'est pour ça qu'en fait, au départ, lorsqu'on entre dans ce genre de démarche-là, genre la syntonisation quantique, ben précisément, tout ce que tu ressens pour l'homme va ressentir. Lorsque tu seras, la syntonisation se fait dans un état de conscience modifié. Tu es en cohérence cardiaque, tu es en hypnose, tu es en auto-hypnose, tu es où? C'est pour ça que quand tu le fais, par exemple, le soir avant d'aller dormir, tu es en état alpha. Mais lorsque tu es dans ton état ordinaire de conscience, en fait, tu peux même d'ailleurs dans la nuit faire des rêves où tu vas ressentir ce dégoût. Et qu'est-ce que tu vas faire de ce dégoût? Eh bien, tu vas respirer dedans et tu vas extérioriser ce dégoût-là. Simplement. Tu vas courir, tu vas marcher, tu vas faire du yoga, tu vas crier, tu vas écrire, tu vas peindre, tu vas coudre. Tu vas extérioriser une charge émotionnelle. Je l'ai déjà dit dans tous les lives précédents, mais je répète. Une charge émotionnelle s'extériorise par un processus thermique ou un processus mécanique. Le processus thermique, le dégoût est une émotion chaude. Ça sort. D'accord? Donc, je vais aller, m'exposer à des températures fraîches, voire froides. Je vais aller prendre un bain à l'Alma à 5 h du matin. Je vais prendre une douche froide au Morne Rouge. OK? Ce que tu veux. Ou je vais faire de la cryothérapie avec cette intention d'extérioriser cette émotion chaude. OK? Ou encore, je vais marcher. Je vais courir. Avec, encore une fois, cette intention, je sens une émotion, quelle qu'elle soit. Mais fais ça, en fait. Tu sens une émotion, quelle qu'elle soit. Va courir. Va marcher. Va courir. Mets-toi dans la rue et puis cours. Fais une marche rapide. Cours. Aïe, souhait. Va faire un souhait avec les copains. Va courir. Et reviens après et puis essaie de me dire si tu arrives à ressentir ton émotion. Tu ressens une colère. Tu plonges dans de l'eau froide. Essaie de te mettre en colère après. Ton corps ne peut pas. Tu vis dans un corps. Et les lois naturelles du corps sont celles-là. Et personne ne passe à travers. Hein. La colère est une émotion extrêmement, extrêmement chaude. Tu vas faire une cryothérapie, tu ne peux plus te mettre en colère puisque ton corps est froid. Et du coup, par transfert thermique, tu as extériorisé ta colère. Mais une fois qu'elle est sortie, elle ne rentre plus. Émotion, mouvement vers l'extérieur, ex movere. Quand c'est sorti, c'est sorti. Mais quand c'est sorti,
il te faut également arrêter le système de pensée qui crée finalement la colère. Mais je t'ai dit tout à l'heure que tu as des papillons dans le ventre, le Tisha B'Av, ça t'a fait du bien. Donc, tu ne penses plus à la colère, tu penses à... Et ton corps commence à te dire, le Tisha B'Av, c'est là, et c'est pas bon. Hein? Et allons refaire ça, s'il te plaît. Et allons refaire. Allons refaire. Et là, ton corps déjà commence à croire que non, Tisha B'Av, c'est un homme, c'est... Tu commences à te dire? Et là, en fait, tu as guéri, en réalité, ton passé traumatique. Tomber amoureux, c'est une thérapie. Oui, madame. C'est une thérapie. C'est pour ça qu'existe le tantra, les gens. Hein. Ça sert à ça. Hein. Tu vas nous encourager à faire beaucoup de choses. Oui, je t'encourage. Je t'encourage. Mais je crois qu'on est assez unanime entre les filles. Ça fait du bien entendre tout ça. Que finalement, tous ceux qui croient plus à l'amour, tous ceux qui croient en autre chose, et puis nous, on va dire qui sommes encore des amoureuses de l'amour, c'est bien d'entendre ça aussi, que l'amour, ça a des effets bénéfiques. C'est une thérapie. On n'est pas sous la mauvaise voie de choisir l'amour. C'est même indispensable en vrai. C'est même indispensable en fait. Et tu sais, par exemple, j'ai mis au point comment tu appelles ça, un outil qui s'appelle le pardon thérapeutique. D'accord? Oui. Alors, Frédéric, je t'ai envoyé le lien du livre en français, L'effet lune de miel. D'accord? D'accord. Tu enverras à la communauté. Oui, ok, super. En fait, je parlais aussi du pardon thérapeutique. Je vais t'envoyer également le lien. Oui. C'est la semaine prochaine que j'anime un atelier pardon thérapeutique. Vous savez, le pardon thérapeutique, c'est un truc c'est une étape. Hein. C'est une étape indispensable. Pourquoi? Parce que le pardon thérapeutique vise exactement la même chose. C'est-à-dire modifier la charge émotionnelle que tu avais sur un phénomène. On avait parlé récemment, je crois que c'était l'avant-dernier là, on avait parlé du gros poil. Oui. D'accord? Tu as eu un gros poil il y a 10 ans. Imagine, tu as été marié pendant 15 ans, et puis, Daniel a sa pris chien fait, le gars est parti avec sa maîtresse. D'accord? Il t'a dit, oui, chérie, je t'aime, chérie, machin, machin, mais tu te rends compte que, effectivement, à côté de ça, il t'a fait 2 enfants, mais il a fait 3 enfants à la maîtresse. Et les enfants ont le même âge. D'accord? Donc, forcément, tu as de la rancune, tu as de la rancœur, tu as du dégoût, tu as de la colère, etc., etc. Mais tu penses bien que tant que tu n'auras pas fait une vraie démarche thérapeutique, de pardon thérapeutique, tu ne pourras plus jamais avoir une sexualité épanouie. Tu ne pourras plus jamais avoir comment j'appelle ça, une relation saine avec un homme. Tu ne pourras pas. Et tes enfants non plus. Et tes petits-enfants non plus. Et tes arrière-petits-enfants non plus. Jusqu'à la 12e, 125e, 557e génération. Sauf s'il y en a un qui tombe amoureux et qui fait la démarche thérapeutique. Le pardon thérapeutique, ça sert aussi à ça. Lorsque tu fais un pardon thérapeutique, tu es en train d'apprendre à ton corps à modifier l'interprétation qu'il fait de ton passé. Parce que oui, effectivement, ce n'est pas acceptable. Oui, c'est vrai qu'il t'a menti. C'est vrai. Mais si tu ne retiens que ça et si tu associes homme égale mensonge, tu ne seras plus jamais à l'aise avec un homme. Tu auras besoin de pardonner à cet homme-là, en fait, en vrai. Tu auras besoin également de pardonner à la maîtresse. Hein. Et donc, parce qu'autrement, tu auras toujours des problèmes avec des femmes. Le problème, c'est que dans le monde, où tu as des hommes, où tu as des femmes. Il n'y a pas d'autre. Même si c'est un trans, c'est ou un homme ou une femme. Même s'il est non-binaire, c'est un homme ou une femme. En vrai. D'ailleurs, les problèmes d'identité sexuelle, précisément, que traversent les sociétés modernes aujourd'hui, en réalité, sont également beaucoup dus à ça. Parce que si tu as la haine des hommes et la haine des femmes, tu fais quoi? Tu es qui? Parce que le problème, c'est que ou tu es un homme ou tu es une femme. Si tu as la haine des hommes et la haine des femmes, où est-ce que tu te positionnes?
Ou tu es un homme ou tu es une femme. Si tu as la haine des hommes, la haine des femmes, tu as aussi la haine de toi, puisque tu as la haine des femmes et tu es une femme. On fait comment? On va où? Hein? Comment on fait ça? Comment on fait ça? On est d'accord? Donc, tu ne peux pas, en fait, échapper à la démarche du pardon thérapeutique. Tu ne peux pas. Et c'est précisément parce que Roméo Cournal n'était pas encore né que la nature a prévu, justement, que tu tombes amoureux. Que tu tombes amoureuse pour pouvoir, justement, modifier la charge émotionnelle que tu as sur ton passé. Parce qu'excuse-moi, c'est quand même dommage que parce que ton oncle t'a violé quand tu avais 4 ans, que tu ne peux pas repeindre les murs avec ta cyprine. C'est dommage, hein? Oui, je vois, je ne sais pas si vous voyez la tête qu'a fait Frédéric, mais j'ai adoré. Mais c'est volontaire, vous pensez bien que c'est volontaire, hein, ce que je vais volontairement dans l'exagération. Mais c'est super dommage, en vrai. C'est super dommage. Parce qu'il y a une notion en réalité dans cette histoire qui est fondamentale, c'est la notion de plaisir. Tu ne peux pas être en bonne santé si tu n'es pas dans un plaisir chronique. Tu ne peux pas. Et ça aussi, figurez-vous que la science l'a démontré, mais ça fait très longtemps, même si on ne vous le dit pas. En fait, la santé est une question de plaisir. La psychoneuroimmunologie, c'est ce qu'elle nous raconte. Pourquoi est-ce que justement on te maintient dans un stress? Parce que ça fait chuter tes défenses naturelles. Et quand tes défenses naturelles ont chuté, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Qu'est-ce qu'on te dit qu'il faut que tu fasses? Que tu achètes un médicament. Et le médicament, même si c'est la sécurité sociale qui le paye, il y a quelqu'un qui touche l'argent. Et ce n'est pas toi. On est OK? Mais lorsque tu es flower power, tu as les papillons dans le ventre, oh papa, on est bien. Et que tu es... Mais à qui on va vendre le médicament? Si tu n'as plus mal à la tête, à qui on vend le médicament? Imagine, à qui on le vend? Et ça pose un vrai problème économique, hein? À qui on va vendre les médicaments? Et il y a même une notion de ça par rapport à la guerre. Par rapport à la guerre, en fait. Il y a les sociétés, vous savez, les sociétés, et ça c'est scientifiquement prouvé, je peux vous donner les références des études. Il y a un certain Prescott, en fait, qui est connu d'ailleurs pour ça. Les sociétés où n'existe ni la guerre ni le cancer, vous savez qu'est-ce qu'elles ont comme point commun? La précocité des rapports sexuels. Or, les rapports sexuels avant mariage. C'est ballot, hein? C'est ouf, hein? Et le contact, en fait. La durée du contact physique, en vrai. Parce que lorsqu'en fait, on dit le niveau de violence d'un être humain, qu'il soit un homme ou une femme, est inversement proportionnel au temps que sa peau aura passé contre la peau de sa maman. Retenez ça. Le niveau de violence est inversement proportionnel au temps de la peau contre la peau. C'est la kinéplésie. Vous connaissez le proverbe créole, la peau contre la peau. Plus tu auras été câliné, bercé, ocytocine dans tes 12 premières années, en réalité dans tes 14 premières années, moins tu auras tendance à vouloir faire la guerre aux gens. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans les civilisations précédentes, les soldats, en fait, on les prenait, on les formait depuis le début. Il y avait des enfants qui étaient destinés à être des soldats. Et ces enfants, en fait, ils étaient élevés à part de leurs frères et sœurs, qui, eux, étaient destinés qui n'étaient pas destinés à ça. Parce que lorsque tu as un enfant, tu as un congé maternité, que tu dois retourner bosser, mais tu ne passes pas du temps à câliner ton gamin, hein, en vrai. Et donc, ton enfant aura tendance à plus développer un certain niveau de violence. Eh oui. Alors, il faudrait qu'on soit câliné par nos parents le plus longtemps possible et qu'après, on devienne des bonobos. Je suis des bonobos si tu veux, mais enfin, tu peux faire ça de façon un peu plus cool aussi, en fait, en vrai. Mais en fait, après, moi, je préfère...
Je préfère être un bonobo, très clairement. Hein. Tant Je qu'à faire. préfère. Je préfère. Mais il faut bien comprendre qu'en réalité, et ce que je vous dis là, en réalité, la vraie question que je me pose depuis à peu près 2-3 semaines, c'est comment est-ce que certaines institutions ont eu accès à ce savoir. Et d'ailleurs, la question n'est pas ça. C'est, enfin, et j'ai bien compris pourquoi ils se sont bien gardés de diffuser ce savoir, en vrai. Parce qu'encore une fois, je vous l'ai dit au début, l'histoire du mariage, l'histoire du rapport sexuel encadré dans le mariage, et le mariage avec une seule personne, et le mariage à vie, le mariage éternel, là, en fait, en vrai, il y a des raisons sociétales dans l'histoire. Parce que si tu vas voir justement des bonobos, et tu vas dire, hé, Chabin, il faut qu'on fasse la guerre à Poutine. Bonobo va te dire, excuse-moi, attends, je suis sur une cabine là, je reviens. D'accord? On repasse demain, s'il te plaît. Hein? Mais si le gars n'est pas, si, ou bien si, par exemple, flower power, machin, etc. Parce que ça, j'ai parlé tout à l'heure des hippies, de mai 68, de machin, tout ça. Ouais, d'accord, mais si tu dis aux gars, on va aller faire la guerre au Vietnam, il dit, ah, Chabin, les Jalid, oui, frère, j'ai quitté l'éternel, j'ai ri ça. Pas dit, frère, un point d'une bière, s'il te plaît. Tu vois ce que je veux dire? Mais le mec qui vend des fusils là, c'est pas à toi qui va les vendre, hein, parce que tu n'es pas intéressé. D'accord? Donc, le principe, en vrai, il est là. Le simple fait, je vous garantis, le contact physique, la peau contre la peau, en vrai, la peau contre la peau. Quand tu dors toutes les nuits, emboîté dans quelqu'un, ça fait quelque chose dans ton corps. D'accord? Ça fait beaucoup de choses dans ton corps, en vrai. Et comme par hasard, tu retrouves la santé, comme par hasard, etc. etc. Okay. La démarche tantrique, en fait, c'est ça le principe. Hein. Okay. Lorsque tu as Et du effectivement coup, ça l'état me de fait ton... penser, pardon, ça me fait penser au zouk, parce qu'on adore danser le zouk. Oui. Et finalement, c'est du contact. C'est du Complètement. contact, hein, tout à fait. Et je Aide. t'avoue que moi qui suis un zouker invétéré, qui suis ceinture noire de zouk, comme dirait l'autre, je suis très, très, comment te dire, je suis assez déphasé, assez déçu et même assez inquiet que le zouk, c'est quelque chose qui se perd. D'ailleurs, je vais te dire un truc. J'ai été jeune, moi aussi. Et quand je regarde la jeunesse que j'ai eue et la jeunesse que certains ont eue, pourquoi est-ce qu'on n'a pas les mêmes résultats dans la vie? Parce que j'ai fréquenté des groupes de gens, mais nous étions toutes là dans la soirée. Nous étions toutes là dans la soirée. Il n'y en a pas un seul qui a fait la prison. Il n'y en a pas un seul qui se retrouvait en bagarre ou quoi que ce soit. Alors tu vas me dire, oui, mais dans les soirées, il y a des bagarres. Mais regarde bien, les gens qui vont en soirée, qui font en bagarre, qui font la bagarre, ce pas des gens qui dansent. Non, c'est vrai. Jamais. Ils ont été occupés. Mais oui, tu n'as jamais vu quelqu'un dans ces 2 heures, le zouk, et aller casser une bouteille de bière sur la tête de quelqu'un. Tu ne peux pas. Parce que ton corps n'est pas disposé à ça. La notion de plaisir est une notion qui est fondamentale. Pour croître, la vie a besoin de plaisir. Si tu veux réparer ton corps, si tu veux réparer tes maladies, tes petits bobos, tu as besoin de ça. Ce qui signifie qu'en réalité, plus tu grandis, plus tu as besoin d'amour, plus tu as besoin d'état amoureux, plus tu as besoin de sexe, plus tu as besoin d'orgasme, en fait. Plus tu grandis, plus tu en as besoin. Ouais. C'est des prescriptions. Pour que ce soit remboursé par la Sécu et tout. Absolument. Alors, en parlant de prescription, il y a un autre bouquin. Par contre, celui-là, il n'est qu'en anglais. C'est le bouquin du docteur Andrea Pennington, d'accord, avec qui j'ai coécrit. Comment s'appelle le bouquin qu'on a écrit? On a écrit un bouquin qui s'appelle Time to Rise, d'accord? Mais elle a écrit toute seule un bouquin qui s'appelle Orgasm Prescription for Women. Les médecins. Donc, Orgasm Prescription, c'est ordonnance. Ordonnance orgasmique pour les femmes. D'accord? Quoi, hein? Et elle soutient qu'effectivement, pour sa santé mentale, nerveuse, émotionnelle et physique, une femme a besoin de 3 orgasmes par semaine.
Oui, Diane, c'est possible. Oui, je sais, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Malgré tu m'as entendu soupirer, c'est ça? On t'a entendu soupirer. Bon, le week-end sera long. Ah, ça, je ne sais pas. On soupire. Bon, ok. On va visualiser. On va visualiser. Donc, super. Donc, Gigi qui demande Frédéric, je orgasme t'envoie avec une également le deuxième lien. personne. Tu dis? Gigi qui demande orgasme avec une deuxième personne, point d'interrogation. Alors, ou pas. Tu fais comme tu peux. Déjà, 100, c'est pas mal. Mais effectivement, tu n'auras pas le taux d'ocytocine avec un lush. Les lushs, c'est génial. Je recommande. Le lush, le womanizer, Lilou, c'est très bien tout ça. Parce que ce sont des marques parce que je vois que Diane ne sait pas de quoi je parle. Ce sont des marques je sais de de quoi sex tu toys. parles. Oui, je sais. Ce sont des... J'écoutais en fait. Ah, d'accord. Et non, je ne connais pas, donc je réfléchissais, c'est quoi? D'accord, donc tu vas aller... Heureusement que Roméo a précisé. Merci, Roméo. Voilà. Tu vas aller chez Tendresse à Ducos et puis tu vas leur demander ce que c'est. Et ils vont te dire. Ou bien tu On va demandes faire à de Frédéric, façon à ce qu'il soit partenaire en Tchecoco. par exemple. Ou demande à Frédéric. Frédéric, c'est comment ça marche. Et le principe, c'est qu'effectivement, tu as au moins, effectivement, un orgasme ou 3 orgasmes sans personne. Mais si tu as la personne en face, tu as l'ocytocine qui va avec. D'accord. Mais oui. Ok. C'est ça le temps, tu as l'ocytocine qui va avec. C'est déjà bien seul, mais c'est mieux quand il y a quelqu'un d'autre. Mais oui. Ok. Tu as les 37 degrés. Très bien. Très bien. OK. Waouh. Donc voilà, il y a encore plein de choses qu'on a découvert sur la neurochimie et l'état amoureux, mais vraiment, je vous recommande vraiment l'effet lune de miel du docteur Lipton. Et voilà, et si la semaine prochaine, pour expérimenter le parodon thérapeutique, vous avez la formation de Suneva. J'ai envoyé à Frédéric le lien. Oui. Ce sera en ligne et ce sera en direct. Je vous garantis que ça vaut le coup. Je vous garantis que ça vaut le coup. Vraiment. Ouais, Okay. merci. Merci énormément. Avec grand plaisir. Oui, je ne sais pas ce que vous en pensez, les filles. Hein. Quand vous entendez un petit peu, mettez vos micros. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce live? Quels sont vos ressentis? Vous avez déjà été amoureuse et vous avez ressenti tout ça? N'hésitez pas. Merci, dit Gigi. Mais ouais, en tout cas, ouais, tu nous as appris beaucoup de choses. Tu as mis des mots sur beaucoup de choses. Parce qu'il y a des fois des choses qu'on ressent qu'on n'arrive pas à décrire. Et puis, il y a même des choses qui peuvent paraître évidentes, mais tant qu'elles ne sont pas dites, voilà, on ne percute pas. Et cette notion de plaisir, cette notion de pardon pour ne plus être dans cette charge émotionnelle et avoir du plaisir par la suite, c'est quand même extrêmement important parce que, comme tu dis, c'est dommage en fait de se priver de cette partie de notre vie, de l'amour et de la sexualité, parce qu'on a eu un trauma, parce qu'on a eu une déception, parce qu'on a eu une trahison, etc. C'est quand même dommage. Et si tu as une solution, si tu as l'outil pour nous permettre de sortir de ça et de nos schémas répétitifs de souffrance et de douleur, c'est top, quoi. Je vous enverrai le lien. OK? Alors, faites une expérience pour les personnes qui ont la possibilité, si vous avez un prince charmant, juste avant l'atelier, comment il s'appelle, pardon, thérapeutique. Si vous avez quelqu'un qui peut vous donner un coup de main, vous allez voir l'effet. Je vous garantis, mais c'est hyper sérieux. Vous allez voir l'effet, c'est vraiment... Quand tu dis un coup de main, c'est-à-dire, je n'ai pas bien compris. Un coup de main, quoi, un coup de main. Alors, pas avec la main, un coup de main sans la main. Tu vois? D'accord. Juste avant l'atelier. Juste avant l'atelier.
Tu appelles tu appelles un chevalier servant. Tu dis, excuse-moi, tu peux... Comment ouais, le service? ouais, vraiment un service, s'il te plaît. Ouais, Je dois je participer dois... à l'atelier, mais juste avant, j'ai un Ouais, petit exercice à faire. oui, un petit exercice. Je dois repeindre le rideau de la chambre avant. Donc, Aide-moi, s'il te plaît. voilà, s'il te D'accord, plaît. ok. D'accord, super. Et fais le truc après, tu verras, c'est extraordinaire. Je te garantis, c'est extraordinaire. Ah, écoute, là, ce sont de belles promesses, en tout cas. Merci C'est encore plus infiniment. beau quand tu te rends compte que les promesses sont tenues. C'est encore Ah plus oui, beau quand tu te rends compte que c'est tenu. Franchement, et ça, je expérimente-le. n'en doute pas. Je n'en doute pas. C'est le 11, hein, tu as dit. Oui, le Le 11. 11, c'est samedi de la semaine prochaine. Oui. Donc, très bien. Merci d'avoir pu faire ce live avant l'atelier. Comme ça, on est au courant. Tu nous as bien expliqué et ça nous a donné envie d'y assister. Merci. Yes. Merci pour ton Avec un temps. grand Merci pour ta plaisir. patience. Merci pour ce superbe live. Merci les filles d'avoir participé. C'était top. Donc, il faut transmettre à toutes les personnes. Tu m'as dit qu'il y a des personnes qui sont inscrites et qui ne sont pas venues. Il faut leur Oui, donner tout le à replay. fait. Il faut Tout leur à envoyer fait. le replay. Je mets Avec le les liens. replay sur YouTube et je leur envoie le lien avec tous tes liens pour qu'ils puissent s'inscrire. Je fais ça dès aujourd'hui pour que ça leur laisse une bonne semaine d'inscription. Et ce sera top. Merci Right. à tout le monde. On te laisse dormir, Roméo, et on te dit Merci. à très bientôt. Merci. À bientôt. C'était top. Bye. Ciao, ciao.